Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. C'est Antoine au micro et je suis très heureux de vous retrouver pour un épisode un petit peu particulier. Parce que oui, si depuis quelques semaines, l'équipe de Paris Basketball On Air vous propose de revenir sur la saison des professionnels, on a décidé de rajeunir un petit peu le programme et de revenir sur la saison des espoirs du Paris Basketball. Et qui de mieux pour nous accompagner que l'assistant coach de cette même équipe espoir, Clément Racco. Salut Clément, comment ça va ? Salut Antoine, ça va bien et toi ? Ça va super, merci de nous accorder un petit peu de temps. La saison est terminée et on va revenir avec toi sur faire un petit bilan global de cette saison, si ça te va. Avec plaisir. Donc, comme je l'annonçais, on va décortiquer cette saison que tu as vécue aux côtés de Raphaël Desroses, le coach principal des espoirs du Paris Basketball, puis d'abord d'un côté plus global, plus collectif, vraiment, sur cette équipe, puis après d'un aspect plus individuel avec certains jeunes en particulier. Vous le découvrirez tout au long de cette émission. Clément, pour commencer, on va prendre juste un chiffre brut sur cette saison. C'était une saison qui, en termes de résultats, a pu paraître compliquée. 2 petites victoires pour 32 défaites. Donc avant vraiment de rentrer dans le détail du jeu, de la progression de cette équipe qu'on a vu progresser tout au long de la saison, quel bilan tu tires de cette saison en tant que coach assistant des espoirs? Forcément, sur les résultats, c'est décevant. Alors on savait bien avec Raph qu'en arrivant sur les sports de Paris Basketball, on jouait pas le titre. Hein. On était bien au courant. Voilà, c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau centre de formation d'un club tout jeune, donc c'est normal. Ça prend du temps. Il faut construire le centre de formation. Donc on savait voilà que ça allait pas être une saison simple. Mais voilà, quand on a pris l'équipe et surtout après la préparation, on s'attendait pas à finir avec 2 victoires à la fin de la saison, ça c'est clair. Donc c'est vrai que niveau résultat, c'est très décevant. Et surtout que quand on regarde un peu, quand on compare les équipes autour de nous, sur le papier en tout cas, on avait, voilà, je pense qu'on avait quand même une équipe pour aller chercher bien mieux que ces 2 victoires. Vous l'avez ressenti avec Raphaël, justement, tu l'as un petit peu évoqué dans ton introduction, ce côté jeunesse, ce projet qui sort de terre, puisqu'au final, l'équipe Espoir, c'est sa deuxième année d'effectif, on va dire. Tu l'as ressenti, toi, et Raphaël aussi, quand vous êtes arrivés, ce côté très jeune, très neuf, très nouveau? Oui, effectivement. Alors après, moi j'arrivais avec mon expérience de National 2, donc j'étais pas forcément très au courant de comment est structuré un centre de formation, parce que moi je suis jamais dans un centre de formation, mais Raph lui a fait des centres de formation, donc était déjà un peu au courant. Et c'est vrai que voilà, lui, il l'a vu directement, voilà, que c'était un projet, voilà, neuf, encore tout jeune. Donc c'est pas effectivement que si on se compare aux autres centres de formation, c'est pas encore autant structuré que si on se compare à l'Asvel, à Roanne, à Cholet. Si on se compare vraiment au haut du panier en Espoir Elite, c'est vrai que voilà, on n'est pas encore au même niveau de structuration au Paris Basketball, mais c'est normal. Voilà, ça fait que 2 ans que le projet existe. Ah, c'est un jeune projet, mais au final, au fur et à mesure que la saison s'est écoulée, on a vu une équipe parisienne progresser. Je pense que c'est aussi ce que vous attendiez, vous espériez vous en tant que coach, c'est de faire progresser ces jeunes. Et tu l'as ressenti vraiment, ce groupe qui petit à petit apprenait, que ce soit de ses erreurs, que ce soit de l'adversité, parce qu'il y a quand même un bon niveau dans le championnat espoir. Est-ce que tu as ressenti une vraie progression tout au long de la saison de ta jeune équipe? Ouais, oui, c'est sûr que ça se voit même dans les résultats, hein, même si malheureusement on n'a pas remporté beaucoup de matchs. Le premier match, on perd quand même on va perdre de 50, je crois, ou que 40 à Bourg-en-Bresse. Donc forcément, heureusement, et ça n'a pas été tous les matchs comme ça, et on a quand même largement progressé durant la saison. Bon, pas assez peut-être pour décrocher le nombre de victoires qu'on aurait souhaité, mais effectivement, il y a quand même une progression de l'équipe, déjà individuelle. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé, ça, on en parlera après, mais il y a des joueurs qui ont progressé individuellement, et même en termes d'équipe, c'est vrai que ça a pris un peu de temps, parce que voilà, tous les joueurs ne sont pas là aux entraînements. Si on parle des 3 pros, ils sont pas toujours là avec nous, donc c'est difficile de construire un collectif et une équipe. Mais voilà, au bout, à force voilà de jouer des matchs, même si on fait beaucoup d'entraînement, on a joué beaucoup de matchs et c'est vrai que du coup le collectif s'est construit un peu tardivement voilà par rapport aux autres équipes et ça joue, mais c'est vrai que l'équipe a progressé également ensemble et individuellement, donc c'est vrai que ça c'est quand même un point positif à retirer de cette saison.
C'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a vu un groupe, vraiment un collectif, apprendre et avancer ensemble. Et quelque chose qui voit encore une fois d'un point de vue, d'observateur, parce que toi tu étais vraiment sur le banc. On a vu par exemple ces espoirs du Paris Basketball, bien rentrer dans les rencontres. Ce que tu le disais tout à l'heure, les premiers matchs, bah, il y a eu des grosses défaites et plus la saison s'est passée, il y a encore eu des défaites avec des scores assez larges, mais ça c'est plus sur les fins de match ou sur les deuxièmes mi-temps que c'était un petit peu plus compliqué. On voyait des équipes parisiennes qui rentraient plutôt bien dans la rencontre, qui s'accrochaient davantage, encore plus au fur et à mesure de la saison, comme si elles gagnaient vraiment en force collective. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'au début de la saison, bah, notre défaut, c'était un peu les entames de match. Et ça a été pas mal corrigé. Et du coup, c'est vrai qu'on était dans le match, voilà, peut-être deux cartons, trois cartons, et puis après, on avait du mal à finir. Alors, l'explication, c'est compliqué, chaque match est différent, mais c'est vrai que voilà, on jouait souvent avec, enfin, c'est surtout, voilà, on avait cinq joueurs majeurs, on va dire, on avait le cinq majeur, et après, il y avait des joueurs qui avaient quelques minutes, mais voilà, comparé aux autres équipes, on n'avait peut-être pas une profondeur de banc nécessaire pour rivaliser avec les grosses équipes, hein, les équipes du top 8 là, qui sont au trophée du futur. Mais c'est vrai que voilà, on a eu ce petit défaut à la fin de la saison de pas réussir à terminer les matchs alors qu'on était au contact de tout le match. Hein. Enfin, je me souviens par exemple de Strasbourg qui est assez frustrant où on est devant longtemps et enfin en tout cas on est toujours dans le match et on craque un peu sur la fin. Petrus nous met des tirs très très difficiles qui nous tuent en fin de match et voilà c'est vrai qu'on a enfin en fin de saison on a souvent pas été loin de prendre ces victoires et malheureusement voilà il nous manquait ce petit truc en fin de match qui fait gagner. Hein. C'est dur à impliquer à tes joueurs dans ces moments-là, comme quand tu dis, voilà, en face, tu as un Pietrus ou tu as un joueur très fort ou très au-dessus, sur cette rencontre qui met des gros tirs, qui score, de maintenir des jeunes vraiment, concentrés dans le match, pas même pas concentrés, mais concernés, vraiment de ne rien lâcher quand on voit un score qui s'étire. C'est comment on gère ça en tant que coach, toi et Raphaël, enfin pour, tenter de remédier à ça? Alors c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est encore plus difficile quand tu as seulement une ou deux victoires. Ou quand tu vois, tu sens que allez, peut-être on est là, on va prendre la troisième, et puis tu perds un peu le fil du match. Et là, déjà que après c'est normal hein, quand t'as autant de défaites que nous cette saison, quand tu commences à perdre, bah, c'est frustrant, tu baisses les bras enfin, plus facilement que si t'étais à seulement deux défaites quoi. Donc c'est vrai que c'est dur. Et voilà, bah après c'est voilà, c'est de la motivation, c'est de la fierté. On a essayé hein, enfin voilà, de les bousculer dans la fierté, essayer de voilà de les piquer un peu au vif. Hein. Des fois c'est pas facile hein, de d'arriver voilà sans être méchant non plus, mais essayer voilà de leur rentrer dedans pour les réveiller quoi, pour les remettre dedans. Et c'est vrai que bon ça là c'est aussi des choses qu'on a appris cette saison. Je pense que Raph a beaucoup appris cette saison en tant que coach parce que pareil c'était sa première saison à la tête des espoirs. Et je pense qu'il a beaucoup appris voilà sur comment peut-être en tout cas des choses qui n'ont pas marché, des choses qu'il a essayé qui n'ont pas marché, d'autres qui ont mieux marché. Je pense que lui comme moi, on a beaucoup appris cette saison. Et les joueurs aussi, hein, je pense que voilà, même dans la défaite, on apprend énormément, hein, encore plus dans la défaite d'ailleurs. Mais voilà, enfin, je pense que dans la suite de la carrière des joueurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui, en tout cas j'espère, hein, qui auront la fierté de ne jamais refaire une saison à deux défaites. Et je leur souhaite de ne jamais refaire une saison à deux défaites. C'est vrai que c'est de ce genre de saison qu'on apprend, oui, tu as raison, on apprend toujours plus dans l'adversité et dans les échecs, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est sûr. Et puis, il y a des échecs. Enfin, voilà, il y a des matchs où, autant contre bah, voilà, contre Cholet, contre Lasvel, contre Roanne, contre Blois, contre des équipes vraiment du top 8. Voilà, c'est dur, on le sait, et c'est normal. C'est des clubs très structurés, un collectif très, très fort, avec même des individualités très fortes également. C'est dur, mais voilà, il y a eu des échecs cette saison, des matchs qu'on aurait dû prendre contre des équipes de notre niveau. Et malheureusement, on les a pas pris. Et j'espère que, enfin, on a tous appris de ça. En tout cas, moi, j'ai appris. Je sais que Raphaël a appris également. Et je sais qu'il il y a des joueurs qui ont appris également. Et j'espère qu'ils seront tirés les leçons de tout ça dans la suite de leur carrière. Et alors, lors de cette saison, il y a plusieurs joueurs qui se sont illustrés d'un point de vue individuel aussi. Tu l'as dit tout à l'heure et tu l'avais aussi dit dans le dernier podcast de mi-saison auquel tu avais participé, tu as parlé des pros.
C'est-à-dire ces joueurs qui, faisaient la balance, donc qui s'entraînaient pas forcément avec les espoirs, qui faisaient, on va dire, qui alternaient l'effectif professionnel et les espoirs. Je te propose de revenir un petit peu plus précisément sur chacun d'eux. Donc, en tout, ils sont 5. On va faire un par un si ça te va. Et on peut commencer, par celui qui a été peut-être le plus attendu, si on peut dire, c'est, Mohamed Diawara. Dans le dernier podcast, tu disais qu'il gagnait ou qu'il gagnait en maturité, qu'il devait continuer à gagner en maturité notamment. Comment tu analyses sa saison et est-ce que selon toi, il a continué à gagner en maturité au fur et à mesure de cette même saison? Ouais, moi, franchement, enfin, le voir en entraînement, même si on ne le voyait pas souvent en entraînement, mais de le voir de temps en temps en entraînement et de le voir en match, moi, j'ai pas l'impression de voir un gamin, enfin, de voir un gamin qui pouvait jouer en U18 cette saison. Il aurait dû jouer en U18. Enfin, c'est un gamin qui peut jouer en U18, c'est incroyable. Enfin, moi, j'aurais l'impression déjà de jouer avec un joueur pro, quoi. C'est vraiment impressionnant et il a énormément progressé cette saison. Il a mis un peu de temps à trouver sa place dans l'effectif. Au début, voilà, il essayait beaucoup de créer par soi-même, de jouer un peu sur du jeu direct. Et il a beaucoup appris et Raph l'a énormément aidé là-dessus à voilà, jouer beaucoup plus avec l'équipe, faire jouer les autres. Et puis ça se voit dans ses stats. Et, alors peut-être voilà qu'il a un peu perdu on va dire en termes de nombre des points, en termes de nombre de points marqués. Il aurait pu tourner s'il voulait à 20 points par match, mais c'était pas le but. Le but c'était pas de jouer tout seul. Il a beaucoup appris voilà à faire jouer les autres, faire jouer collectif, faire aussi voilà un peu du travail de l'ombre, hein, du rebond, des passes. Voilà, c'est pas toujours des stats qu'on regarde. On regarde beaucoup les points, mais il a énormément progressé là-dessus. Sur également voilà sur être capable d'arrêter le jeu de transition et de jouer sur du jeu placé. Il a énormément progressé et dans tous les compartiments, même dans le compartiment du shoot. Je sais que souvent les scouts c'est un peu un point qui lui reproche, alors que moi Mo franchement au niveau de son shoot, enfin il y a pas grand chose à dire. C'est déjà un shoot de très très haut niveau, capable de shooter en catch and shoot, même de créer son shoot à 3 points. C'est un joueur de très très haut niveau déjà. Et en maturité, il était déjà bien avancé pour son âge et là, il a encore gagné énormément. Et je pense que le fait de s'entraîner très souvent avec les pros, voilà, ça l'emmène encore plus vite sur cette progression. Pour ajouter à ton propos, dans les stats, Mohamed Diawara, c'est 22 matchs, 11,5 points, 6 rebonds, 4 passes, donc 14 d'évaluation. On s'en revient à ce que tu disais, vraiment un joueur qui, si on se focalise sur le scoring, sur le shoot, mais c'est quand même un joueur qui est très versatile. Je me rappelle de Manuel Curé, donc, qui était coach l'année dernière de l'équipe Espoir, qui disait que c'était un peu un profil à la Boris Dio. D'ailleurs, dans ce côté, enfin, un profil, un potentiel dans ce côté pouvant à peu près tout faire correctement, voire plus que correctement, puisque Boris Dio, c'est quand même un sacré joueur. Mais tu le ressentais, bah, on l'a senti là, quand tu parlais de Mohamed Diawara au global, on sentait vraiment un joueur très jeune, mais surtout au-dessus des autres. Ouais, franchement, il a un potentiel vraiment très très élevé, hein. Parce que pour un joueur de sa taille, et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il continue de grandir, hein. Alors ça, C'est vrai que je sais pas. c'est très particulier quand on le voit, on a l'impression qu'il grandit jour par jour. Ouais, moi, je suis parti un peu en vacances là après la fin de la saison. Je suis revenu à l'entraînement. J'ai l'impression qu'il avait grandi encore. Donc ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi j'ai l'impression qu'il grandit toutes les semaines. C'est impressionnant. Et donc d'avoir un joueur de cette taille capable de faire ce qu'il fait sur un terrain, bah voilà, c'est un peu Victor mais en plus petit quoi. C'est des gars qui ont une taille imposantes et qui sont capables de manier un ballon comme un meneur, de shooter comme un arrière, de prendre des rebonds comme un poste 4 ou 5. Non, c'est vraiment impressionnant. Et effectivement, la comparaison avec Borésio, elle est parfaite. C'est vraiment voilà, le joueur capable de vraiment tout faire sur un terrain, peu importe dans l'équipe dans laquelle il sera et le rôle qu'on lui demandera, enfin qu'on lui imposera ou qu'on lui demandera d'avoir, il sera capable de le faire, il sera capable de répondre. C'est un joueur dans une équipe, c'est un régal à avoir, hein. Franchement, il y a pas grand chose à dire. Il y a un très très gros potentiel. Il est capable de scorer énormément, mais il est aussi capable de faire beaucoup d'autres choses sur un terrain. C'est vrai qu'on voit un joueur, on a vu un joueur extrêmement versatile cette saison et très à l'aise lors de ces rencontres. Parfois, est-ce que tu l'as ressenti dans des rencontres qui étaient en train d'être perdues, ce côté peut-être un peu aussi la jeunesse, ce côté un peu frustré du scénario de ce match et de le voir parfois, donc du coup, on va pas dire lâcher, mais être un petit peu moins concerné. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que d'un point de vue extérieur, parfois, c'est ce que ça dégageait. Donc un joueur extrêmement dominant, extrêmement à l'aise, mais qui
voyant le match petit à petit se perdre ou ne pas réussir à changer la physionomie de la rencontre, ben, être frustré, et ça se voyait dans son jeu. Est-ce que Raphaël et toi, vous l'avez ressenti vous aussi? Oui, effectivement, on l'a ressenti sur certains matchs où c'est vrai qu'on a l'impression voilà, qu'il a baissé les bras un peu vite. Alors surtout en début de saison, je trouve. Beaucoup moins sur la fin, j'ai en tout cas de mémoire. Hein. Beaucoup moins. Et c'est vrai que ça, encore une fois, il a beaucoup progressé sur ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est dur hein, pour d'avoir déjà, il est jeune, il est très jeune. T'enchaînes les défaites, enfin, voilà, t'enchaînes les défaites, des défaites, des défaites. C'est très très dur mentalement, surtout. Enfin voilà, lui qui est avec les pros, je pense que voilà, ça lui faisait du bien quand même. Mais je pense que vraiment mentalement, alors c'était nous, enfin pour nous en tant que staff, c'est dur, mais je pense que pour un joueur, c'est encore plus dur d'être là sur le terrain et d'avoir enfin, ce feeling d'impuissance presque des fois où il a beau faire tout ce qu'il peut et malheureusement il n'y aura pas la victoire au bout. Je pense que c'est dur et c'est vrai qu'il y a certains matchs où on a eu un peu ce feeling-là, mais je pense qu'il a également progressé sur ça et enfin voilà, ne lui a pas, enfin il est pas allé des fois de main morte, hein, il lui a dit clairement que voilà, c'était pas possible pour un joueur de son calibre de baisser les bras comme ça et je trouve que sur la fin de la saison c'était mieux. Ah, le rôle d'un coach, quoi, de dire les choses. Exactement. Je te propose de passer à un autre, de ces «pros» entre guillemets, de ces joueurs que tu as eu l'occasion de coacher cette saison. Il a été très souvent lié comme une sorte de duo, tout en voyant les autres, se développer autour, mais aux côtés de Mohamed Diawara, c'est Kylian Malouaya qui a débuté, cette saison et qui est en provenance de l'ASVEL. Comment tu analyses sa saison? Là encore, on voit un joueur extrêmement talentueux, extrêmement polyvalent aussi, qui a remonté un petit peu le ballon en début de saison, qui a vu un peu son jeu être transformé par l'arrivée d'un autre joueur dont on parlera un peu plus tard et d'un style de jeu qui se mettait en place. Comment tu analyses la saison de Kylian Malouaya, Clément? Kylian, un peu la même chose que Mo. Il est arrivé pareil en début de saison. Il voulait beaucoup, voilà, jouer pour lui. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné hein, sur le banc, c'était jouer pour lui et faire des stats. Et puis voilà, il a vite compris que ça allait pas fonctionner. Puis pareil, de toute façon, voilà, Raph leur a expliqué hein, que c'était pas le jeu qu'on voulait faire. Et il a lui, je trouve, il a encore plus progressé peut-être à ce niveau. Voilà, c'est sur le fait de jouer avec les autres et puis tout en gardant quand même cette agressivité parce qu'il a vraiment une capacité de création exceptionnelle et c'est un slasher par contre pur. C'est un gars qui va au cercle et qui monte sur tout le monde. Bon, c'est vraiment ça qui m'a impressionné de lui. Par contre, j'avais vraiment vu un joueur avec des capacités athlétiques comme Kylian. Quand il monte au cercle, vraiment, il y a pas vraiment qui peut aller le chercher tout là-haut. Et il a beaucoup progressé voilà, sur l'alternance, sur le tir extérieur, mais pas non plus en faire trop, sur voilà, driver, et puis éviter les pertes de balles. Il y a eu des moments aussi en début de saison où il y a eu beaucoup de pertes de balles. Et il a beaucoup progressé sur ça. Et ouais, non, franchement, pareil, il y a une belle marge de progression pour Kylian et il a encore une belle marge de progression qui lui reste à faire. Donc voilà, pour Kylian, moi je vois pareil, hein, je vois un beau potentiel et j'espère qu'il aura la chance de montrer tout ce qu'il peut faire la saison prochaine. C'est un joueur qui, selon toi, s'est lâché de plus en plus au fur et à mesure de la saison. On le sentait plus libéré parce que voilà, il dégage quelque chose de très calme, un joueur très discret, enfin une personnalité très discrète dans un groupe. C'est ce que tu disais lors du podcast de mi-saison. Est-ce que tu l'as senti un petit peu plus relâché dans son jeu, bien évidemment, tout au long de la saison? Il y a vraiment eu une différence. Alors, je serais pas capable de dire quand exactement, mais il y a vraiment une différence entre le début de saison et la fin de saison. Beaucoup plus à l'aise déjà avec l'équipe, avec tout le monde, avec tous les joueurs autour de lui. Mais surtout, il avait vraiment compris ce qu'on attendait de lui. Euh, et puis voilà, il avait vraiment compris son rôle et ce qu'il devait faire sur le terrain dans cette équipe Esport, qui est pas du tout pareil que ce qu'on lui demande, j'imagine, en entraînement avec les pros. Donc voilà, ça n'a pas été simple au début. Au début, il a mis un peu de temps voilà, à comprendre ce qu'on voulait de lui et le rôle qu'il devait avoir dans cette équipe. Mais c'est vrai qu'il y a clairement un avant et après, en tout cas, une grosse différence entre le début et la fin de la saison. Où voilà, il était pleinement dans son rôle de combo 1-2, alors qu'au début de la saison, il était exclusivement 2 et il est passé assez vite sur un poste 1 qu'il avait, j'imagine, pas trop l'habitude de jouer.
Et vraiment, il a beaucoup progressé là-dessus, dans la gestion du jeu, mais également voilà, être capable de jouer deux, voire même trois des fois. Enfin, il y a vraiment une vraie progression à ce niveau-là. Un petit point statistique sur Kian Maloya, donc c'est 26 matchs plus que Mo, 16 points, 4,8 rebonds, 2,6 passes, bon, 3 ballons perdus, mais ça revient à ce que tu disais aussi de son porteur de balle et de son jeu en début de saison, et 13,7 d'évaluation. C'est aussi un joueur qui a été, même s'il joue 26 rencontres, qui a quand même été pas mal touché par les blessures. On a vu que ça l'a pas mal freiné cette saison, notamment en match en fin de saison, il se blesse assez rapidement. Ça devait pas être facile pour lui, j'imagine, d'être serein dans sa progression dans une saison quand on a des petits pépins comme ça. Ouais, et puis c'est dur, hein, surtout à cet âge-là, c'est dur, surtout que, enfin, j'imagine voilà il y a quand même un peu enfin, un peu de pression hein, pour lui. C'est vrai qu'il a, voilà, il a un contrat professionnel. Il joue avec les espoirs, mais voilà, il est là avec les espoirs pour montrer ce qu'il est capable de faire, parce que voilà, il a malheureusement pas eu de temps de jeu, en tout cas très peu avec les pros. Donc c'est vrai que ça doit être, enfin, c'est dur, c'est très très dur, surtout pour lui, qui joue beaucoup sur ses qualités physiques. Et, enfin, il y a des moments où j'ai l'impression, voilà, il se sentait pas, en tout cas, il doutait un petit peu de son corps des fois. Je sais pas si ça se voyait énormément sur le terrain, mais voilà, c'est vrai que ça doit pas être simple quand on a des petits pépins comme ça, surtout que c'était un peu souvent les mêmes blessures à répétition. Donc voilà, c'est vrai que ça l'a pas aidé non plus malheureusement dans sa progression, mais il a quand même su les surmonter et voilà, c'est un gars qui adore ça, hein, qui veut jouer au basket, même s'il est blessé, il voulait jouer, il voulait jamais s'arrêter. Et ça, voilà, enfin, quand on a un gamin comme ça, c'est un régal d'avoir des joueurs comme ça qui ont toujours l'envie enfin, voilà, de continuer à jouer, peu importe ce qui peu importe ce qui se passe. Oui, c'est vrai qu'en tant que coach, d'avoir des joueurs qui ont faim comme ça, avec un potentiel pareil, cette mentalité, ça doit être assez agréable, on imagine, à coacher tous les jours. Du coup, aussi, l'effectif Esport, il a accueilli au cours de la saison un autre jeune talent, Maël Amon Crespin, donc après un passage un petit peu raté du côté des États-Unis. Et on a vu rapidement un joueur qui a apporté beaucoup de densité et c'était une réelle solution pour les espoirs du Paris Basketball. Comment son arrivée, elle a impacté selon toi ou selon toi et Raphaël bien évidemment, le jeu ou votre saison? Parce qu'on voilà, on voit quand même un autre joueur de gros potentiel, un très beau talent. Comment il a été accueilli? Comment ça s'est passé pour vous? Mais donc il arrive, on a fait un entraînement avec lui avant le premier match où il joue, donc et c'est à Dijon, et ça correspond avec notre première victoire. Et c'est vrai que c'est sur ce match-là, vraiment, il faut le reconnaître, hein, c'est lui qui a fait la différence, parce que les matchs, enfin presque tous les matchs précédents, notre problème c'était la défense. On ne défendait pas assez et pas assez dur, et il n'y avait pas vraiment, tu vois, un vrai leader défensif. Et là, sur ce match-là, Dijon, il est arrivé, il avait un seul entraînement dans les pattes avec nous, et il a défendu vraiment, vraiment dur, très, très dur, des contests à 3 points, vraiment très, 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 très fort. Dans la raquette, pareil, vraiment dur, dur sur l'homme et dur en défense. Et ça a emmené tout le monde avec lui. Et c'est, voilà, enfin, de toute façon, il y a on a gagné 2 matchs cette saison. C'est 2 matchs où on a défendu. Et donc, il nous a vraiment apporté, là, on s'est dit vraiment avec Raph, OK, on a trouvé notre leader défensif. Ça va changer toute notre saison. Et alors, effectivement, il a changé un peu notre saison sur le plan défensif. Euh, bon, on va en parler un peu après sur les matchs suivants, mais aussi où il a changé notre saison, c'est en termes de spacing. Parce que on jouait du coup, donc avec Marvin en poste 5, Oumar en poste 4, et après, enfin, au niveau extérieur, c'était souvent Mo, Kylian, et on avait un meneur, ou alors c'était, enfin, souvent c'était comme ça. Et en fait, ce qui a changé, c'était qu'à l'intérieur, on avait un poste 4 et un poste 5, incapables de tirer à 3 points, mais voire même à mi-distance presque. Donc on avait un spacing qui était un peu compliqué et c'était vraiment facile de défendre contre nous. Tu défends la raquette et on est très vite en difficulté. Et il a changé tout ça en apportant voilà un tir extérieur. Enfin, on connaît ses qualités tir extérieur, hein. C'est un vrai shooter à 3 points qui jouait poste 5 avec nous, mais je pense que c'est plutôt un poste 4 et de formation. Et donc effectivement, il a changé tout le spacing de l'équipe. Et quand tu as un poste 5 comme ça, en espoir, qui est capable de tirer à 3 points,
ouais, ça change toute une équipe. Et effectivement, ça a changé beaucoup l'équipe. Alors après, voilà, il y a des matchs où il a été efficace à 3 points et d'autres un peu moins. D'autres où voilà, il a un peu forcé à 3 points et où ça rentrait pas. D'autres où il a été très très efficace. Et tu me diras ses stats, mais à mon avis, ses stats elles sont assez élevées. Et voilà, il a vraiment changé le visage de cette équipe. Et pour revenir sur le point défensif, à Dijon, il a vraiment tout changé. Mais après, c'était un peu, disons que les prestations défensives étaient un peu en haut, en bas, en haut, en bas. C'était pas toujours très régulier, on va dire, mais je sais qu'il est capable de défendre très très dur et c'est un gars qui est quand même leader, enfin qui est arrivé tard dans la saison et que c'est enfin il a terminé cette saison en tant qu'un des leaders de cette équipe. Donc moi je suis très fier de lui de sa saison et voilà pour quelqu'un qui arrive comme ça dans une équipe sur le tard, devenir un leader d'équipe, c'est pas simple et ça montre vraiment une force de caractère chez lui qui est vraiment forte et vraiment importante. Et voilà, il est plein de qualités. Un poste 4 qui peut shooter comme lui, ça court pas les rues en espoir. Donc c'est un très très bon joueur. C'est un super gamin en plus. Donc voilà, franchement, on a été très chanceux de le récupérer en cours de saison. C'est vrai qu'il a un petit peu apporté sur ce que tu dis. C'est vrai que ça s'est vu aussi, encore une fois, de derrière, depuis les tribunes, ce côté élargir le panel des possibilités pour ses coachs, donc Raphaël et toi en l'occurrence. Sur ces stats, je les ai sous les yeux. Donc voilà, c'est 15 matchs, mais en 15 matchs, c'est 18 points, 6 rebonds, 2 passes, 3 ballons perdus, on les cite quand même, et 14,6 d'évaluation. Donc voilà, on a ce joueur complet. C'est vrai que il vous a apporté, enfin, c'est même pas au-delà de même de vous rassurer, c'est même parfois de vous permettre de faire plus des choses que vous ne pouviez carrément pas faire. C'est ce que tu disais, que ça soit écarté à 3 points avec un poste 4 et renforcer le secteur intérieur. Oui, c'est clair, hein. Il a aéré notre jeu, il a écarté les défenses qui nous bloquaient dans la raquette. Et puis voilà, enfin voilà, ça se voit dans les stats. 18 points, c'est un super scoreur. Et il a permis, en plus, enfin, c'est pas que lui, hein, mais il a permis aux autres joueurs, à Oumar notamment, de pouvoir voilà un peu plus se libérer à l'intérieur. Et parce qu'à chaque fois, du coup, on était pris à deux à l'intérieur, deux à trois. Les défenses étaient agglutinées dans la raquette, donc c'était vraiment compliqué. Et il a apporté voilà ce spacing qu'on n'avait pas. Et voilà, puis même en termes de système, on a pu mettre des systèmes pour lui, que ce soit en post-up, que ce soit pour du tir. Il est capable de scorer n'importe où sur le terrain. Donc c'est sûr que c'est un très très gros plus, enfin un très très gros apport, hein. Enfin il y a pas beaucoup d'équipes espoirs qui veulent se vanter d'avoir 3 joueurs qui sont en équipe de France. C'est quand même assez rare. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est très, très rare. Et du coup, ben, on l'a appris récemment, mais du coup, Maël Amon-Crespin ne restera pas au Paris Basketball, malheureusement pour le club. Mais après, heureusement peut-être pour lui, je vais te demander ton avis, puisqu'il rejoint Saint-Chamond en Pro B, du coup, pour 2 ans. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet avis-là? Voilà, on a vu un joueur qui était très à l'aise, peut-être qui était avec le Paris Basketball, sa dernière année d'espoir, et donc basculer dans un monde pro. Il va potentiellement petit à petit grappiller des minutes à un niveau où on pourra lui en donner aussi en Pro B. Qu'est-ce que tu penses de ce choix de carrière de partir aussi un petit peu chercher le temps de jeu, si on peut dire ça comme ça? Ouais, moi, je pense qu'il a tout à fait raison, hein. Je pense que Saint-Chamond, c'est une super équipe de Pro B. Et il aura, à mon avis, hein, alors je suis pas le coach de Saint-Chamond, mais il aura l'opportunité de montrer ce qu'il est capable de faire et de grappiller des minutes. C'est hyper important à son âge de pouvoir avoir des minutes. Donc, je pense qu'il a fait le bon choix de partir en Pro B, parce que je pense qu'en Pro A, c'était encore un peu trop juste. Et il a tout à fait raison de chercher les minutes. C'est exactement ce dont il a besoin pour continuer à progresser. Parce que là, voilà, c'est quand même espoir et Pro B, c'est encore un vrai step. Donc il va encore beaucoup progresser en Pro B. Et puis après, voilà, je sais pas jusqu'où il ira, mais je pense que c'est une parfaite étape dans sa carrière. D'abord prouver qu'il est capable de jouer à un très haut niveau qui est la Pro B. On l'a vu, les finales de Pro B sont d'un niveau incroyable. Ouais, Donc, clairement, ouais. s'il est capable de jouer à ce niveau, il sera capable de jouer en Pro A, il y a aucun doute. Donc voilà, moi, je pense qu'il a fait le bon choix de partir à Saint-Chamond, où il aura sa chance, j'en suis sûr. En plus, si tu nous disais que c'était, voilà, si aussi humainement, c'est quelqu'un de motivé, d'agréable et qui s'imbrique bien, parce qu'il l'a vu au final.
On l'a vu, pardon, cette saison, il arrive en cours de saison, ça aurait pu être compliqué de s'intégrer. Au final, il s'est bien intégré, donc on lui souhaite le meilleur à Saint-Chamond et on suivra ça de près. On aime bien suivre l'évolution des joueurs. C'est toujours quelque chose qui est agréable de voir un joueur réussir, même ailleurs qu'au Paris Basketball, quand on l'a vu bien se comporter ici. Il y a deux autres jeunes qui ont eu un peu l'opportunité de faire des allers-retours entre les pros et les espoirs, donc qui ont apporté leur expérience au jeune groupe. C'est Jean Noba et Kevin Moreno. Quel avis tu portes sur ces jeunes qu'on avait un peu moins vu venir au final cette saison? Par exemple, je pense pas à Kevin, on en parlait lors du dernier podcast, on va en reparler aussi. Et Jean Noba aussi pareil, on l'a vu être inscrit dans la liste de l'équipe pro sans réellement le connaître, parce qu'encore une fois, c'est un très jeune joueur. Qu'est-ce que tu as pensé de leur saison? Parce ils ont eux aussi eu une belle opportunité finalement. Bah, effectivement, alors pour commencer, si on commence par Kevin, c'est vrai même nous, on l'avait pas forcément vu venir. Je vais pas te mentir, parce qu'en début de saison, donc quand on a fait un peu des espèces de détections, lui était déjà au club, mais il jouait, si je me souviens bien, avec la National 3. Et voilà, enfin, on n'en avait pas entendu beaucoup parler. Enfin, je crois pas qu'il sortait d'une saison en N3 à 20 points de moyenne. Donc voilà, après nous, on l'a vu en entraînement et on a été très content avec Kraft de ce qu'il a proposé. Donc on l'a gardé dans l'équipe. Et puis dès le début, bah, dès la prépa et même dès les premiers matchs en Espoir Elite, bah, c'est lui finalement le leader offensif de notre équipe. C'est lui voilà qui tient la baraque, qui fait que qu'on prend pas 50 points à tous les matchs. Voilà, il défend dur, très très dur. Il score, il fait absolument tout sur un terrain. Il a d'énergie à revendre comme pas possible. Non, franchement, Kevin, c'est une super satisfaction. Après voilà, au fil de la saison, en défense, ça c'est un peu ça, voilà, la défense on va dire un petit peu diminué d'intensité par rapport à ce qu'il fait en début de saison, mais il a prouvé qu'il était capable de défendre très très dur. Et offensivement, voilà, alors c'est un très gros scoreur. Il a quand même encore quelques défauts. Parfois il dribble, il fonce un peu tout droit sans trop regarder ce qui se passe autour de lui. Mais ça, il a beaucoup progressé durant toute cette saison. Mais voilà, je trouve il a énormément progressé même en maturité. Parce qu'en début de saison, il était très très adroit à 3 points. Et bah, les équipes en face étaient un peu surprises. Et ils se sont beaucoup adaptés sur lui. Et ça, je pense que ça a été très très frustrant pour lui. Mais il a su voilà canaliser tout ça. Ça n'a pas été simple, mais il a trouvé d'autres solutions, beaucoup plus dans le drive vers le cercle. Vraiment, c'est un très très bon joueur offensif. Il a démontré toute sa panel offensive qui est bien complète déjà. Et en plus, voilà, il a prouvé sur un certain nombre de matchs qu'il était vraiment capable de défendre très dur. C'est vraiment un super joueur, un super gars à avoir dans une équipe. Et voilà, j'espère que pour la suite de sa carrière, il ira au plus haut enfin, au plus haut de ce qu'il pourra faire. C'est vrai que oui, ça a été la surprise même. S'il a été pour nous, il a dû l'être pour vous aussi, mais c'est un genre d'un point de vue extérieur, voilà, encore, toute, voilà, progression gardée. Très agréable à voir jouer, ce côté, facile, côté dur sur l'homme aussi, athlétique et compétiteur aussi. Je pense que tu l'as un peu évoqué aussi, d'avoir ce joueur qui, dans des moments difficiles, ben, va avoir ce sursaut d'orgueil et te faire dire, «Lui, il est là, donc il va un peu représenter il va montrer son caractère et notre caractère au final, c'était assez agréable de voir ça d'un jeune joueur et encore plus. C'est sûr que, Mohamed Diawara, Kian Malwaya et Maël Amon-Crespin qu'on a cités, il était un peu plus attendu de par leur potentiel déjà évoqué depuis quelques temps, que ce soit par des coachs, que ce soit par de la presse aussi également. Et de voir des joueurs comme ça émerger, il y a un côté aussi, il y a une belle histoire supplémentaire. Je sais pas ce que tu en penses, toi, dans la saison d'un joueur qu'on n'a pas vu venir. Donc on découvre d'autant plus, on découvre quasiment tout de quelqu'un. C'est assez agréable. Ouais, effectivement, c'est vrai même nous, on l'avait pas vu venir, hein. On avait vu voilà que c'était un bon joueur, mais on s'attendait pas à ce qu'il fasse une saison comme ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, hein, lui c'est vraiment un winner. Et ça se voit sur le terrain et il a peur de rien. Et s'il faut tirer, enfin s'il faut prendre les tirs dans les dernières secondes, il les prendra, il y a aucun souci. C'est vraiment voilà, il a vraiment peur de rien. C'est vraiment un gars qui donne vraiment tout sur un terrain
Alors des fois il y a des petites erreurs d'inattention, mais ça c'est normal, il est encore jeune et il va progresser. Mais vraiment c'est un super coéquipier et voilà si on dans une équipe il fit parfaitement et il faut toujours des gars comme ça qui sont des boules d'énergie et c'est vraiment une boule d'énergie. Et puis je suis hyper content pour lui parce que voilà il a été récompensé par le club. Il a eu la chance de fouler les parquets avec les pros en Pro A, en Eurocup, je me souviens plus. Oui, je crois aussi en Eurocup. Donc Oui, voilà, il a vraiment, eu quelques chances. Ouais. ouais, donc voilà, franchement, c'est une super histoire pour lui. Je lui souhaite voilà de pouvoir refouler les parquets de Pro A un jour. Ça va être très dur parce que c'est un très très haut niveau, mais voilà, pour l'histoire et pour l'expérience pour lui, c'est exceptionnel et je suis très très très, très content pour lui. C'est ce qu'on lui souhaite également de notre côté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Jean Noba aussi? Pareil, profil qu'on découvrait, beaucoup plus jeune que Kevan, de plusieurs années. Donc voilà, dans un profil où pour le coup il y a du temps encore avant d'atteindre le niveau par exemple que Kevan avait, même si on ne va pas comparer des joueurs qui sont différents. Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison? On a vu un joueur assez à l'aise techniquement, bon joueur offensif, grand déjà aussi pour son âge et capable de faire des choses vraiment assez impressionnantes pour son jeune age toujours. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Ouais, bah alors moi j'ai beaucoup apprécié hein, effectivement également la saison de Jean-Noba. Alors après, sans se le cacher, Jean-Noba, au départ de la saison, qui jouait en U18, et on l'a laissé en U18 voilà, pour qu'il puisse jouer, on va dire, le haut tableau sur la première phase du 18. Malheureusement, ça s'est pas fait pour eux, ça s'est pas concrétisé. Donc voilà, dès qu'ils ont eu fini la première phase, on l'a passé sur les espoirs. Mais dès le début de la saison, hein, dès la préparation, Raph voulait qu'il soit avec les espoirs le plus souvent possible parce qu'il avait déjà vu son potentiel qui est très très haut. C'est un super joueur avec vraiment un gros potentiel à développer encore. Mais voilà, c'est un diamant brut encore, Jean Noba. Il y a des très très grosses qualités. C'est déjà un très très gros shooter. Mais voilà, également balle en main, il est également capable de faire des choses. Il y a encore voilà des choses où il faut progresser, ça c'est sûr, mais il est très très jeune, donc il a le temps. Puis pareil pour lui, voilà, de pouvoir fouler les parquets avec les pros, bah, c'est une chance exceptionnelle. Et ça, mais je pense que même les pros, hein, ils étaient au courant un peu et le staff, je pense de Paris Basketball est déjà bien au courant que c'est un très très gros potentiel à développer, genre, et il y a aucun doute que l'année prochaine il va faire une super saison en espoir. On suivra ça aussi. C'est vrai que là on a un profil qui débute sa très très jeune carrière et qui a déjà pu bénéficier de tout le panel. C'est vrai qu'il a fait U18, espoir et professionnel. Ça a été une saison assez riche pour lui et très intéressant de voir ce qui va se passer prochainement. Justement, je te propose de bifurquer un petit peu sur la suite, donc sur l'avenir de cette équipe espoir et un petit peu sur le tien et celui de Raphaël Desroses. Est-ce qu'on peut te demander, est-ce que Raphaël et toi, vous serez toujours là la saison prochaine? Comment ça va se passer pour vous? Alors Raphaël sera là l'année prochaine, puisque Raphaël a signé un contrat de 2 ans quand il est arrivé en début de saison l'année dernière. Donc D'accord. ce sera lui le coach des espoirs l'année prochaine. Pour ma part, bon, il y a encore rien de fait, rien de sûr. On est vraiment encore au début un peu de l'intersaison. Donc moi, pour ma part, je sais pas du tout ce que je vais faire encore l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera Raphaël Desroses sur le banc en tant que coach principal des espoirs. Ça c'est sûr. Tu dis que c'est le début de l'intersaison. Donc là, comment ça se passe concrètement? Vous en êtes où, par exemple, dans les étapes de recrutement? Enfin, l'effectif, comment ça se met en place, par exemple, pour ceux qui savent pas? Ça peut être intéressant de savoir, la saison s'est terminée il y a pas si longtemps que ça, même si quand même ça fait, les semaines passent. Mais c'est quoi la suite là pour les espoirs du Paris Basketball? Mais alors là, ça fait déjà bien. Allez, ça fait peut-être déjà 2, 3 mois qu'on Ouais. réfléchit déjà sur l'intersaison quand même, donc sur les joueurs qu'on aimerait avoir, sur qui est-ce qu'on garde et qui est-ce qu'on garde pas malheureusement dans l'équipe de cette année. Donc ça fait un moment qu'on y réfléchit. Après plus concrètement, ça fait peut-être un mois où on a commencé à tester des joueurs et donc ils viennent aux entraînements avec nous, on les voit un peu sur le terrain. Et voilà, après dire quand l'effectif sera bien, enfin sera bien déterminé, ça c'est dur à dire.
On est encore, on va dire, loin entre guillemets hein, de la fin de notre intersaison. L'effectif est encore loin d'être bien défini, mais on a déjà voilà des premières idées, des premières recrues normalement qui devraient se faire. Donc voilà, on va dire on n'est pas au début, mais on est encore pas à la fin non plus quoi. On imagine que vous travaillez, avec le staff, de l'équipe, pro aussi pour, tout ce qui est recrutement, détection ou pas du tout? Vous êtes, vraiment vous avez une liberté totale en tant qu'équipe espoir? Bah alors non, Ou le enfin scouting par exemple, pardon. ouais, on a une certaine liberté. On a une certaine liberté, par exemple, on va dire les joueurs espoirs. En fait, enfin nous dans l'équipe, il y a les joueurs espoirs et les joueurs pro. Donc c'était les Mo, Kylian et Maël Crespin. Ces joueurs-là, ils sont recrutés par la cellule pro et ils travaillent effectivement avec nous mais c'est vraiment plutôt le staff pro et eux qui décident de quel prospect, on va dire, et ils souhaitent recruter. Donc encore une fois, j'imagine que l'année prochaine, ça, je n'ai pas le droit d'en parler, mais il y aura Oui, oui, encore bien des sûr, jeux, bien sûr. il y aura encore des joueurs voilà des prospects qui auront un contrat pro et qui joueront avec les espoirs et qui doubleront espoir et pro. Il y en aura. Je sais pas s'il y en aura trois, mais en tout cas il y en aura. Donc ça c'est eux, on va dire, qui gèrent. C'est la cellule pro et la cellule de recrutement des pros. Et ensuite, nous, sur le reste de l'équipe, on a notre liberté sur qui on veut amener. Mais voilà, enfin, ça nous empêche pas d'échanger avec la cellule pro également, qui a l'œil un peu partout. Et voilà, nous, si on a repéré un joueur, on est tout à fait capable d'aller leur demander leur avis. Ça se trouve, ils y avaient déjà réfléchi également à le recruter. C'est vrai qu'on imagine que d'être en région parisienne et d'avoir ce bassin de talent, aussi large, ça doit aussi être une réelle, opportunité, je pense, pour une équipe espoir. Il y a quand même énormément de talent, partout en région parisienne, donc ça doit être limite parfois être un peu compliqué de choisir, non? Ah bah oui, alors c'est vrai que des fois, ça devient même dur de choisir. Tellement on a d'options, mais on va pas se plaindre, hein. C'est mieux comme ça, c'est sûr. On préfère avoir des choix difficiles à faire plutôt que de devoir faire des choix un peu par défaut, quoi. On va pas se le cacher, c'est toujours mieux dans ce sens-là. Effectivement, on a un enfin, on a énormément de talent en région parisienne. Et Nanterre et les Mets se sont bien au courant et pareil, eux, ils en C'est vrai, profitent. ouais. Ils en profitent énormément. Ils ont fait, voilà, tous les deux, ils ont fait une très belle saison en espoir également, et c'est presque uniquement avec des joueurs du bassin de talent parisien et même encore une fois, hein, les tout meilleurs du bassin du bassin parisien, ils restent même pas ici, hein, ils terminent à Cholet, à Lasvel, donc non, c'est vrai que sur Paris, on n'a vraiment pas à se plaindre en termes de talent. Oui, c'est vrai, au-delà du Paris Basket, il y a déjà une concurrence, que ce soit en Île-de-France, mais aussi, au-delà de l'Île-de-France, c'est vrai qu'il y a des très, très bons centres de formation et des très bonnes équipes espoirs un petit peu partout en France et on l'a vu cette saison, c'est un championnat qui est très agréable à suivre, de voir, voilà, des jeunes se développer, progresser. C'est en tant qu'observateur, c'est génial, donc on imagine qu'en tant que coach, voir, voilà, voir un jeune, apprendre match après match, ça doit être quelque chose de très très intéressant, très ouais, très intéressant, non? Ah bah, c'est sûr, et puis peu importe le niveau où le joueur va évoluer derrière, mais voir un joueur progresser, c'est vraiment satisfaisant, et que ce soit d'ailleurs à Paris ou même dans n'importe quelle équipe, hein. Si on parle un peu de Bilal Koulibaly, enfin, je suis désolé, mais c'est un régal de voir l'évolution qu'il a eue, c'est impressionnant. Et voilà, enfin, même en étant parisien, on est hyper content pour lui. Et c'est sûr que, enfin, là, c'est vraiment gratifiant de pouvoir participer à ça et de pouvoir partager même des moments sur le terrain, que ce soit avec des joueurs adverses, de pouvoir échanger avec eux, c'est super intéressant. Et voilà, c'est comme je dis, hein, c'est vraiment gratifiant de pouvoir partager tout ça et de voir des joueurs progresser. Et puis quand on voit certains se faire drafter, bah, c'est encore, c'est la cerise sur le gâteau. Et justement, dans ces détections, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Au-delà du talent même, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent, que ce soit vous essayez de discuter avec le jeune joueur potentiel pour voir un peu son caractère, comment il pourrait fitter dans une équipe, dans un collectif au global? C'est des choses qui comptent aussi dès les premières rencontres ou j'imagine qu'on se concentre pas sur le talent balle en main pur, quoi, non? Ouais, effectivement, c'est pas forcément que le talent. Il y a des joueurs, voilà, qu'on recrute parce qu'on voit un très gros potentiel et bon, voilà, on peut pas passer à côté de ça. Mais il y a d'autres joueurs, on les recrute également parce qu'on sait qu'ils fit parfaitement dans ce qu'on veut faire et dans l'équipe.
Voilà, enfin, par exemple, si on n'a pas toujours la chance d'avoir des potentiels NBA à tous les postes. Donc forcément, à certains postes, on va plutôt prendre des joueurs où on sait qu'ils vont nous aider à faire une bonne saison. C'est-à-dire ils sont prêts à jouer aujourd'hui, ils sont prêts voilà à être efficaces. Par exemple, les postes 5 avec beaucoup de talent, ça court pas les rues. Donc forcément, des fois, les équipes sont obligées de faire des choix plutôt. Ok, au lieu de prendre un très gros potentiel, on va prendre un gars qui est voilà qui est efficace aujourd'hui, qui est prêt à jouer et qui va nous faire, qui va rendre l'équipe meilleure, plutôt que de prendre un potentiel. On ne sait pas trop quel genre de potentiel c'est, mais aujourd'hui il n'est pas prêt à jouer du tout. Des fois, c'est quand même plus intéressant d'avoir quelqu'un qui est prêt à jouer aujourd'hui pour peut-être développer un potentiel à côté de lui. Mais si tu as que des potentiels dans une équipe, c'est des fois c'est un peu compliqué hein, d'avoir 5 gros potentiels qui sont pas prêts à jouer. Tu vas pas forcément faire une bonne saison. Donc c'est Ouais, pas non ouais. plus bon, c'est pas forcément une bonne chose pour eux. Enfin voilà, quand un peu gros potentiel fait une saison, enfin une mauvaise saison, c'est un peu une balle dans le pied quoi. Donc voilà, c'est dans le recrutement, on regarde pas que le potentiel non plus. Il y a aussi voilà comment il file dans l'équipe, également son entourage, c'est hyper important. L'entourage qu'il a, est-ce qu'il est accompagné, est-ce qu'il est bien accompagné aussi, c'est pas toujours le cas, donc ça c'est important. L'entourage, voilà, son envie. Quel est son objectif? Est-ce que voilà, est-ce qu'on voit vraiment qu'il a la niaque ou pas? Voilà, si dans une détection, on voit un gars qui se jette partout par terre, qui chope tous les ballons, mais qui est pas capable de tirer à 3 points, bah, on y réfléchit quand même deux fois, tu vois. Est-ce que t'as pas besoin quand même d'un gars comme ça dans ton équipe? C'est vrai que vous les préparez au plus haut niveau au final. C'est C'est ça exactement. Il faut des leaders comme ça par l'exemple. Et des fois, c'est pas forcément un gars avec un très gros potentiel qui va le faire. Donc voilà, on prend beaucoup de critères en compte pour afin de former la meilleure équipe possible. Bah, écoute, je te remercie. On va se diriger vers, la fin de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut te souhaiter et souhaiter, quelque chose à l'équipe des espoirs du Paris Basketball? Bon, bah, enfin, moi, ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ces deux podcasts avec vous. J'espère encore pouvoir en faire d'autres avec vous, en espérant que je continue mon aventure à Paris. Et Avec puis grand voilà, plaisir en tout cas, pour nous moi aussi. j'espère, ouais, merci à vous. Moi, j'espère simplement voilà que ce soit les pros ou toutes les équipes de Paris avec les meilleurs résultats possibles pour la saison prochaine. J'espère pouvoir les espoirs titiller en tout cas ne pas titiller surtout la fin du classement en espoir élite. Moi, j'espère les voir progresser. Je suis sûr que Raph va énormément les faire progresser. Que ce soit pareil hein, pour les U18 ou les pros, bah, j'espère juste les voir le plus haut possible dans les différents classements. Bah, je te remercie beaucoup, Clément. Je vais rappeler nos réseaux sociaux, à nos auditeurs. Donc c'est, @ParisB-8 on air pour, Twitter, Paris B-Ball on air pour Instagram et Facebook et surtout n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes, d'écoute, à réagir. Votre avis est toujours, intéressant pour nous et au plaisir de discuter avec vous, même, quand on se croise, à Carpentier ou ailleurs pour, discuter du Paris Basketball, espoir ou pro ou U18, un petit peu moins courant des U18 même si on suit les résultats aussi. Clément, je te remercie une nouvelle fois et merci à tous et je vous dis à très vite. Salut!